Jean-Baptiste, je vous laisse la parole. Bonjour. On va parler de souveraineté, ça tombe bien. On va parler d'open source, on va parler d'IA et plein d'autres choses qui sont liées. Et notamment un peu ce que je fais. Alors, les gens me connaissent pour, effectivement, ça fait 20 ans que je travaille sur VLC. Donc, c'est pas moi qui ai créé VLC, parce qu'il n'y a pas de créateur de VLC. Et ce qui est sûr, c'est effectivement le logiciel français le plus utilisé au monde et le moins rentable. Quand on a 500 millions d'utilisateurs et pas d'argent, c'est peut-être pas forcément le bon exemple. Mais je suis aussi CTO de Scaleway, j'ai créé plein de boîtes. J'ai créé 8 boîtes qui sont des petites boîtes bootstrappées, certaines qui ont levé de l'argent. Et surtout, donc je viens du monde de l'open source, mais je suis été CTO de plusieurs grosses structures comme Shadow, Vente Privée et dernièrement Scaleway. Pour ceux qui ne connaissent pas, Scaleway, c'est un cloud provider qui essaie de devenir une vraie alternative européenne aux trois grands américains et aux deux chinois. On a un angle, évidemment, 2025 IA, puisque c'est à peu près nous qui avons déployé le plus de GPU. On a déployé à peu près 6000 GPU sur les 2 dernières années, et on est en train de continuer. Il faut que je vous parle un peu de VLC parce qu'en fait, c'est une des vraies questions qui a été posée par le conseiller juste avant. Et la réponse, elle va venir, elle est un peu compliquée et elle ne fait pas forcément plaisir. On va voir pourquoi. Donc, VLC, je suis président de l'association dont le but, c'est quand vous voyez un cône de chantier, vous pensez à vidéo, ce qui n'est absolument pas normal. Ça n'a aucun sens. Pourtant, c'est probablement une des marques les plus fortes dans la tech dans le monde. C'est évidemment une histoire complètement délirante d'étudiants sur un campus d'une école publique qui cherchait à jouer aux jeux vidéo. Et finalement, ils ont fait ça. Aujourd'hui, VLC, les technologies autour de VLC, c'est ce qui fait tourner toute la vidéo au monde. Tout ce que vous voyez sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok et autres réseaux sociaux très intelligents. Malheureusement, ou heureusement, tout ça, c'est de la tech qui est open source. Et dans le monde de la vidéo, d'ailleurs, ici, c'est super cool d'être dans un cinéma. Je vous garantis qu'il y a du VLC qui tourne partout. Il y a plein de gens qui l'ont utilisé en direct. On parle de à peu près, aujourd'hui, 1 million, 1,5 million de téléchargements par jour. La dernière version de VLC a été téléchargée plus de 530 millions de fois. Et comme on ne fait pas de l'espionnage, ce qu'on appelle de la télémétrie en langage poli, il y en a probablement plus, parce que nous, on ne traque pas nos utilisateurs. Ce qui est sûr, c'est que c'est le logiciel français le plus utilisé au monde, probablement le logiciel européen le plus utilisé au monde, et toujours. Et ça a été fait, et c'est ça qui est important, par des bénévoles, des étudiants qui étaient en école d'ingé, 22, 23 ans. Alors, je ne vais pas laisser cette slide trop longtemps, parce que je vais pouvoir me reconnaître quand j'étais jeune et beau. Mais en tout cas, c'est important, c'est que c'était principalement des bénévoles. L'association Vidéolan, c'est une association qui n'a pas assez d'argent pour employer un ingénieur. Donc ça vous donne une idée du budget. Mais pourtant, autour de Vidéolan, il y a eu beaucoup de gens. Et les gens que vous voyez sur cette photo, c'est les gens qui bossent sur VLC, FFmpeg, X264, bref, qui font tourner toute la vidéo en ligne. Le dernier projet qu'on a fait s'appelle David. C'est une bibliothèque de décodage vidéo AV1. C'est 30 000 lignes écrites en C et 250 000 lignes d'assembleur écrites à la main. Oui, ça se fait en 2025 et c'est sur 3 milliards de devices. Donc autant dire que c'est pas grand monde et ils ont un impact monstrueux. Alors pourquoi on parle de ça ? Parce qu'on va parler de souveraineté. Alors déjà, la souveraineté, c'est un mauvais mot. Alors déjà, je commence mal. La souveraineté, c'est une question de suzerain. D'accord, c'est d'avoir un chef, un roi, quoi, mais si on avait un numérique. Donc en fait, la souveraineté, c'est assez... Alors ça fait plaisir aux hommes politiques, mais c'est un assez mauvais terme, puisqu'en fait, c'est assez mal défini et c'est qui le chef ? En fait, on ne veut pas perdre un chef pour en avoir un autre. Donc les mots un peu plus corrects, ça serait de la digital autonomie, donc de l'autonomie numérique. C'est en fait ne pas se retrouver enfermé dans des solutions qu'on ne comprend pas. Et surtout, qu'est-ce qui se passe assez bizarrement, en informatique, on a oublié tout ce que faisait tout le monde. Quand vous êtes un producteur de voitures, vous avez plusieurs fournisseurs pour à peu près tous vos systèmes. Parce qu'en fait, le jour où vous n'avez qu'un seul fournisseur, vous êtes un peu embêté. Dans le numérique, pas de problème, tout le monde est parti all-in. Ah ouais, moi je suis fier d'utiliser Google et j'utilise tout chez Google. Ah non, moi j'ai tout fait chez Microsoft. Et on s'est habitué et c'est normal. Et en fait, c'est un gros problème. Alors, c'est quoi une société ? Waouh. Une société, c'est une entité collective de groupes interdépendants. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que ce matin, vous n'avez pas fait vous mettre votre croissant ni votre baguette.
Enfin, si vous l'avez fait, super. J'espère que vous avez assez dormi, parce qu'en général, on se lève à 4 heures du matin pour faire ça. Mais c'est hyper important de définir, parce que quand on parle d'autonomie, il faut définir un groupe. Est-ce que le groupe, c'est votre société? Est-ce que c'est votre département? C'est votre région? Est-ce que c'est au niveau étatique? Est-ce que c'est au niveau européen? À quel niveau? Et en fait, ça vous ramène à l'idée en fait, d'État-nation, ça vous ramène à des sujets en fait, assez compliqués. Donc, il faut faire attention, quand on parle de souveraineté ou d'autonomie numérique, il faut comprendre en fait, la limitation. Et cette autonomie numérique, en fait, elle va pouvoir, une fois que vous l'avez à peu près définie correctement, elle va pouvoir vous répondre aux questions que vous êtes posées. Parce qu'aujourd'hui, donc, de la même façon que vous n'avez pas fabriqué les sièges avant de vous asseoir dans cette superbe salle de ciné, d'ailleurs c'est classe hein, dans un écran aussi grand, en informatique, vous utilisez des dépendances, et notamment des dépendances open source. Donc, aujourd'hui, quand vous faites le moindre projet open source, projet non open source, vous tirez des milliers, des centaines de milliers de dépendances. Il n'y a pas très longtemps, j'étais avec un directeur of engineering de Meta, et il me disait 95% du code qui tourne sur les serveurs de Meta est open source. Et c'est vrai en fait pour quasiment tout le monde. En fait, tout Internet, c'est basé sur des bibliothèques open source, du noyau Linux au framework Python, au framework CUDA. Et c'est pas gênant. Enfin, vous faites confiance, et surtout vous faites confiance à ce qu'on appelle un peu ce qu'on a appelé le Web of Trust, c'est-à-dire qu'on fait confiance à la communauté, aux gens, aux autres. C'est un système économique hein, finalement je ne vais pas dire blockchain, mais c'est la même idée. C'est-à-dire qu'en fait, il y a tellement d'acteurs qu'en fait, personne n'a intérêt de faire du mal. Et c'est grave, et c'est important, puisque aujourd'hui, vous faites tout en numérique. Alors moi, je suis dans les années 90, hein, j'avais mon lecteur de CD, tu regardais des cassettes, tu jouais avec des Lego. Aujourd'hui, vous levez, donc à part dormir, manger et d'autres besoins adultes, vous faites tout en numérique. Tout. Vous jouez, vous travaillez. Et pire que ça, vos relations avec le gouvernement, votre citoyenneté, elle est numérique. On parle de vote électronique, on parle de tout ça. Donc, quand on commence à faire n'importe quoi dans le numérique, c'est grave. Oui, non, mais JB, t'exagères. Ouais, j'exagère, c'est vrai. Et puis, en fait, quand on voit ce qui se passe d'abord en Chine et puis maintenant avec nos grands amis outre-Atlantique, hein, qui est pour 50 ans, 60 ans, 70 ans, ont été à peu près alignés avec nous. Puis là, vous voyez que vraiment, ils ne sont pas alignés avec nous. Il y a des risques, et il y a des risques qui ont toujours été là. Alors là, vous allez me dire, mais quel rapport avec l'IA? D'abord, juste comme ça, pourquoi c'est important de définir un risque? Alors, un risque en sécurité informatique, c'était vraiment super qu'il parle de son ransomware tout à l'heure. Un risque, ça se définit par rapport, pareil, à votre communauté, à des communautés dont on a parlé, à votre groupe. Et surtout, c'est regarder qui sont les méchants. Et surtout, quel est votre risque? Puisqu'en fait, vous, en tant que personne, vous, en tant que société, vous, en tant qu'entreprise, vous, en tant que collectivité territoriale, vous n'avez pas les mêmes risques. Et donc, il faut d'abord définir quels sont les risques. Et si jamais vous essayez de vous battre contre une agence américaine à 3 lettres, cherchez pas, c'est perdu. D'accord ? Donc c'est très très important de se mettre à définir ces risques. Mais il y a quand même des risques importants, en particulier parce que pendant très longtemps, ça c'était la vision des Européens du monde. Oh, ça va, on va travailler correctement, l'OMC, tout ça. Alors qu'en fait, c'est plutôt ça, quoi. Et on a même maintenant, dernièrement, quasiment une menace, hein, quasiment de l'administration Trump, qui dit, si vous cherchez à taxer nos services numériques, si jamais vous voulez partir, on va répliquer. Donc on est vraiment quasiment dans une relation de servitude. C'est marrant que ça parle de souveraineté, c'est d'ailleurs de là que ça vient. Mais il y a vraiment une remarque de servitude qui est en train de se lancer. Et en fait, ça fait 20 ans, donc pourquoi on s'excite maintenant? À cause de ça. En fait, l'IA, donc je suis désolé donc l'IA, ça ne va pas enlever de boulot, ça ne va pas remplacer les boulots et ça ne va pas simplifier les démarches. L'IA, ça va accélérer les choses qui existent déjà. Et c'est de toute façon déjà ce qu'on voit. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que la plupart... C'est le scénario le plus probable, c'est que en fait, la productivité va augmenter de 30%. Mais un process idiot, administratif idiot, en fait, dans lequel il y a 50 étapes, chaque étape ira plus vite, mais il y aura toujours 50 personnes qui vont vérifier. Voilà, donc il faut faire ça, mais ce que ça veut dire surtout, c'est que sur
quasiment tous les travaux, tous les jobs intellectuels vont être impactés. Puisqu'en fait, on peut, pour quasiment tous les boulots, on peut accélérer. Et donc là, on commence à dire, ah ouais, mais donc, qu'est-ce qui se passe? Et surtout, avec ça, ce qu'on voit, c'est que énormément de sociétés, d'éditeurs logiciels, vous donnent de plus en plus de features et qui arrivent de plus en plus vite. Et qui sont d'une complexité énorme. Alors pourquoi on parle de complexité énorme? Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, il y a eu un grand débat sur Parcoursup. Donc Parcoursup, pour ceux qui ne se connaissent pas, c'est grosso modo le portail d'admission pour les universités. Et on disait, oulala, c'est catastrophique, on ne comprend pas ce qui se passe dedans, on n'a pas l'algorithme de Parcoursup. Vous vous souvenez à peu près de ça? Bon, okay. Puis on a eu la même chose quand Elon Musk est arrivé, a transformé Twitter en X et a mis, a orienté les débats. Je vais dire ça comme ça. Là, c'était des algos simples. L'IA et l'IA générative. Donc, quand on parle d'IA, en fait, ce qu'on veut dire, c'est un algorithme compliqué basé sur un réseau de neurones récursifs. Il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est un réseau de neurones récursifs. Vous savez tous ce que c'est? Putain, vous êtes trop fort. Bon, au cas où il y en a qui n'ont pas compris, grosso modo, un réseau de neurones, c'est des layers. Là, vous en voyez 4. Vous avez une entrée, vous avez une sortie, et sur votre layer, à chaque endroit, vous avez une probabilité d'aller à l'étape d'après. Ok? Et donc, en fait, c'est dans les LLM maintenant, on parle de 100 milliards de paramètres. Donc, ça veut dire que l'algo, en fait, c'est pas 10 fois plus compliqué que Parcoursup, c'est pas 100 fois plus compliqué que Parcoursup, c'est 12 ordres de grandeur plus compliqué que Parcoursup. Puisqu'en fait, comme c'est récursif, vous pouvez même revenir en arrière. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que c'est des méga boîtes noires. Et vous ne savez pas ce qu'il y a dans un LLM. Vous ne savez pas ce qu'il y a dans un modèle réseau neuronal, puisque vous ne l'avez pas entraîné. Ah oui, mais bon, c'est pas très grave. En fait, c'est pas très grave si la personne qui l'a fabriqué, c'est une communauté, comme dans l'open source, à qui on peut faire confiance. Là, les gens qui avancent le mieux c'est ces gens-là. Je ne sais pas si vous voulez leur faire confiance, mais moi, pas trop. Donc, il y en a un qui est absolument génial, qui a lancé un truc qui s'appelait OpenAI, qui allait être ouvert, une association pour le bien commun. C'est donc la start-up qui a levé le plus d'argent au monde. Le truc, peut-être l'exemple le plus agressif du capitalisme numérique. Et de l'autre côté, je ne sais même pas quoi dire, comment on le décrit. Un génie néo-fasciste, ouais, je pense que c'est pas mal, qui, par exemple, lorsque son IA, Grok, donnait des réponses qui le contredisaient, il avait décidé de remettre plus d'informations, je mets des guillemets autour d'informations parce que c'est ce qu'on appelle des alternative facts aux États-Unis, grosso modo du bullshit, de façon à ce que ça réponde plus que ceux qui l'avaient envie. Donc c'est embêtant parce que l'IA va avoir un impact sur tous les boulots, en tout cas tous les boulots intellectuels, qui sont à peu près 70% des boulots en France. Et on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Et même, c'est très difficile de savoir ce qu'il y a dedans. Et les gens qui peuvent décider un peu de ce qu'il y a dedans, c'est des gens qui ne sont vraiment pas alignés avec notre vision du monde. Alors, en quoi il y a des risques? Il y a des risques à 3 niveaux. Je vais le faire très simple, mais il y a 3 grandes étapes dans l'IA. Le premier, c'est ce qu'on appelle la curation de données. C'est récupérer plein de données. Aujourd'hui, entraîner un LLM, c'est à peu près 10 tératokens. Alors, un token, c'est un demi-mot, 2 syllabes. 10 tératokens. Et sur ces 10 tératokens, en fait, il y en a 3, c'est ce qu'on appelle le common crawl, c'est un peu un truc un peu ouvert. Et le reste, c'est plein d'autres choses. Donc déjà, en fonction des données qu'on met et de la façon dont on les structure, il y a d'énormes biais. Si vous allez, d'ailleurs, alors vous avez de la chance parce que vous êtes français, vous avez remarqué que les LLM parlent plutôt assez bien français. C'est parce qu'en fait, il y a un corpus de texte français. Je vous assure que les LLM en arabe ou en zoulou, ça ne donne pas ces résultats-là. Parce que ça dépend des données. Et donc, par exemple, si vous allez mettre beaucoup de données qui sont très orientées, vous allez avoir une IA augmentée, orientée. Ce qu'on dit, garbage in, garbage out, poubelle, n'importe quoi à l'entrée, ça donne n'importe quoi en sortie. Et donc, vous ne savez pas très bien ce qui se passe. Et puis surtout, vous ne savez pas non plus comment ils l'ont entraîné. Quelles sont les bibliothèques qu'ils ont utilisées. Et notamment, même si vous avez,
vous êtes une société, vous voulez entraîner votre propre modèle. En fait, vous ne savez même pas si toutes les bibliothèques qui sont utilisées pour entraîner et pour récupérer les données ne leakent pas les informations. Par exemple, un truc un petit peu embêtant, c'est que quand vous utilisez ChatGPT, grosso modo, tout ce que vous écrivez peut être retenu contre vous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, énormément de gens en fait, donnent des informations à ces sociétés qui vont prendre plus de données. Le deuxième partie en fait, de l'IA, c'est l'entraînement de modèles. Alors c'est là où tout le monde se focalise et finalement, c'est peut-être l'endroit où il y a le moins de risques. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est limité dans le temps. On ne rajoute pas beaucoup de données pendant un entraînement. On a un domaine en entrée, un domaine en sortie. Pour donner un ordre de grandeur, parce que je sais que ce n'est pas forcément facile, un entraînement d'un LLM, c'est entre 20 millions et 200 milliards, à peu près. C'est les équivalents. Enfin, c'est le cas le plus classique, vous pouvez dire qu'un LLM correct, c'est 200 millions d'euros de coût d'entraînement. OK ? 200 millions, c'est pas grand-chose, 200 millions. Avec le déficit de la France, on va pouvoir en entraîner plein. Malgré tout, il y a quand même un petit truc, c'est que souvent, on a un LLM, on veut l'adapter, ce qu'on appelle le fine-tuning. Et donc là, on retombe dans le même problème qu'avant. C'est que vous ne savez pas qui fait votre fine-tuning. Et vous ne savez pas non plus que votre modification, ce qu'elle va avoir comme impact sur votre réseau de neurones, parce que vous ne savez pas comment il fonctionne. Mais l'endroit qui est le plus gênant, c'est l'inférence. Alors l'inférence, pour les humains normaux, ça veut dire le run, le moment où on fait tourner. Vous récupérez des modèles qui sont des boîtes noires. Vous n'avez aucune idée de comment ça fonctionne. Et puis, en général, ça tourne sur un cloud. Et en fait, le problème de pas mal de clouds, c'est que vous n'avez pas idée de ce qu'ils font. Et la plupart, ils vous espionnent. « Oh mais non, mais c'est pas vrai. Non, les Américains, c'est nos alliés. Ils sont super gentils. » Ouais. Alors, et puis, on a le Cloud Act et le Patriot Act. Et puis, légalement, ils n'ont pas le droit de... Ouais. Je vous rappelle qu'il y a quelques années, Merkel, elle s'est quand même fait espionner. Ouais, bon, voilà. Donc quand même, je veux dire, s'ils ne gênent pas pour aller espionner Merkel, pourquoi ils se gêneraient pour votre société ? Et encore moins quand c'est Airbus qui est en concurrence avec Boeing, parce que là, on a des impacts de centaines de milliers de boulots. Mais c'est pire que ça, c'est que il y a un système qui s'appelle FISA 702, et puis ce qu'on appelle les National Security Letters, c'est qu'en fait, une agence américaine, le gouvernement américain, peut demander à un employé de Google, de Amazon ou de Microsoft d'aller espionner, de mettre une backdoor dans vos systèmes qui tournent sur le cloud, et il n'a même pas le droit d'en informer sa hiérarchie. Et puis je vous assure, rajouter une backdoor dans un hyperviseur, c'est de l'ordre du trivial. Donc, c'est un vrai problème. Ok, donc qu'est-ce qu'on fait ? On pleure ? On peut. Et donc c'est là qu'arrivent les questions de souveraineté. Alors pour faire de la souveraineté, on va avoir besoin de deux choses. La première chose, c'est de regarder ce qu'on a fait dans l'open source. Alors pour les gens qui ne savent pas ce que c'est l'open source, c'est quand vous allez à la boulangerie, vous allez acheter un bon gâteau au chocolat. L'open source, c'est qu'en même temps que vous achetez le gâteau au chocolat, on vous donne la recette, on vous donne la taille des cuillères et on vous donne le four. Enfin, on vous explique comment fabriquer le four. Bon, même techniquement, on vous dit aussi comment aller récupérer du métal. Mais grosso modo, c'est l'idée. C'est l'idée que... Et puis en plus, vous avez le droit de modifier la recette et de la revendre. C'est cette idée qu'en fait, ensemble, on va être capable de faire des trucs qui sont meilleurs que les autres. Donc c'est quelque chose qui date des années 80 finalement, et surtout des années 90. Et donc, il y a créé en fait des communautés relativement distribuées. Et c'est assez rigolo parce que ça revient sur pas mal de réflexions des Lumières, et notamment sur la définition de contrat social. Puisque vous arrivez sur des communautés distribuées qui ne se font pas confiance, qui ne se connaissent pas, et en fait, ils vont avoir ce qu'on appelle la licence. Donc certains droits, ils vont se mettre d'accord sur une sorte de contrat légal qui sera en fait le contrat social de la communauté. Et ça crée des communautés incroyables. Donc ça, c'est le FOSDEM, la plus grande conférence open source au monde, qui est à Bruxelles tous les ans. Et ça a créé des distributions Linux comme Debian. Donc Debian, il y a à peu près entre 10 et 100 milliards de lignes de code dans Debian. Il y a à peu près tous les logiciels du monde open source. Ça fait tourner la plupart des serveurs de la planète. Ça a donné des choses comme VLC, et puis ça a donné des choses un peu comme tout ce qu'on appelait open culture. Donc c'est-à-dire Wikipédia, les commons, le Linux, l'open source. Dire qu'ensemble, on peut produire de la propriété intellectuelle dans un mode win-win. Et là, on est plutôt win-win-win-win-win-win-win. C'est que tout le monde, en fait, fait les trucs qui sont chiants ensemble. Ou parce qu'on n'a pas assez d'argent, et ensemble, en fait, on va mettre assez de ressources. Donc, ce qui est rigolo, c'est que
moi, ça fait 15 ans qu'on me dit que VLC, ça va mourir. Mais je l'ai tous les temps. Mais oui, tu comprends Netflix, tu comprends Hulu, etc. La seule chose que je vois, c'est que j'ai de plus en plus d'utilisateurs de VLC. Et c'est la même chose, en fait, littéralement, qui est arrivée sur l'open source, donc les modèles qu'on va appeler open source, qui en fait sont plutôt open weight. C'est qu'en fait, quand est arrivé, c'est un graphe qui date un petit peu, mais quand est arrivé ChatGPT là en 2022, tout le monde a fait oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et puis surtout ChatGPT 3, c'était vraiment la claque pour tout le monde. Et puis est arrivé en début 2023 l'IAMA 65B. Donc l'IAMA, c'est un modèle qui a été fait par Meta, qui était quasiment open. C'est pour ça qu'il est en vert. Et à partir de ce moment-là, en fait, tous les modèles en fait, qui sont arrivés, notamment par les Français de Mistral, les Chinois de DeepSeek et les Chinois de Qwen, ont rattrapé tous les modèles. Et donc en fait, comme dans le reste du logiciel, tout ce qui est considéré comme utile pour tout le monde est arrivé en fait à catch-up. Et là dernièrement, alors c'est marrant parce que ça c'est des slides que j'ai fait avant la claque qui s'appelait DeepSeek R1 en décembre 2024, où là quand même tout le monde a un peu flippé. Après, on pourrait reparler de DeepSeek R1, c'est une très très belle opération de communication par les Chinois, parce que je pense qu'il n'y a jamais eu autant de mensonges en si peu de temps. Mais en tout cas, voilà. Donc, il ne faut pas s'inquiéter parce qu'en fait, on a des modèles qui sont open weight, qui arrivent, et on va avoir des modèles qui vont être de plus en plus open, puisqu'en fait, globalement, il y a beaucoup de gens qui ont intérêt à ce que ce ne soit pas Google, Facebook, OpenAI qui le soit. Donc, déjà, il ne faut pas s'inquiéter. Le futur sera open source autour de l'IA. Ouais, mais le problème, c'est que l'argent de l'IA, il n'est pas sur les modèles. Et on le voit aujourd'hui, l'argent de l'IA, il est sur les produits. Dernièrement, il y a donc Google qui a sorti Gemini 3. Gemini 3, c'est un bon modèle. Le seul truc vraiment intéressant dans Gemini 3, c'est que d'abord, ils font tourner ça sur leur puce et pas sur les puces d'NVIDIA. Donc déjà, ils ont enlevé le gros problème qui était on a un fournisseur unique. Mais surtout, c'est intégré dans toute la stack, dans Google, dans Gmail, dans Google Search, dans Android, dans Google Workspace. En fait, ils en ont fait un vrai produit. Et ça, c'est assez intéressant, c'est que l'argent, en fait, il n'est pas vraiment dans les modèles, il est dans l'utilisation des modèles. Et donc, pour beaucoup de gens, en fait, le modèle en dessous, hein, que ce soit open source, que ce soit closed source, en fait, c'est good enough. On va avoir beaucoup d'investissements encore, mais il y en a un de moins. Mais, donc, le futur, ça sera modèle, ça sera open source. Alors, il faut faire attention. Vous m'avez entendu parler d'open source et d'open weight. Je vais un peu expliquer. En fait, quand on fait un modèle d'IA, en fait, il y a plusieurs étapes. D'abord, on récupère de la donnée, data curation. On a d'ailleurs plusieurs super boîtes en France, hein, notamment Probable et des gens de l'INRIA qui font un truc qui s'appelle Scikit-learn, qui est utilisé par tout le monde, qui est aussi un projet open source. Ensuite, on crée un modèle de données. Parce qu'en fait, avoir plein de données, je ne peux rien en faire. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez des pages et des chapitres dans les livres, parce que si je vous mettais tous les mots, ça ne vous servirait pas à grand-chose. Donc on fait un modèle, et après, avec ce modèle de données, on va entraîner. Donc c'est la phase la plus coûteuse, hein, puisqu'on parle en général entre 500 et 30 000 GPU pendant 1 à 6 mois. Et donc on va faire de l'entraînement avec des scripts. Et puis après, on va avoir des gens qui vont faire de la quality insurance, donc notamment dire ouais, bah, ça c'est vrai, ça c'est pas vrai, ça c'est vrai, ça c'est pas vrai. C'est notamment ce qu'a fait ChatGPT avec des pays africains, notamment au Nigeria. Et ensuite, on a la sortie de tout cet entraînement et cette vérification, qui est donc les poids du modèle, et en général l'algo qui fait. Et ensuite, vous pouvez le faire pour faire l'inférence. Mais finalement, la plupart des modèles qui sont dits comme open weight, c'est finalement qu'on appelle open source par abus de langage, en fait, ils vous donnent que les 2 dernières parties. Et donc c'est très gênant parce qu'aujourd'hui, quand vous recevez même un Mistral, un modèle Mistral, vous ne pouvez pas le réentraîner, même si vous aviez autant d'argent qu'eux. Parce qu'en fait, il faut avoir une connaissance de ce qui s'est passé dedans. Et donc, c'est pas très grave, parce que c'est mieux un modèle open weight qu'un modèle complètement fermé où vous êtes à la merci d'OpenAI et de les licences et de l'augmentation des prix, évidemment, hein, qui ne va pas tarder à arriver puisque des boîtes comme OpenAI perdent beaucoup d'argent. Il
pouvez regarder en combien de temps. Je pense qu'ils doivent perdre 1 point de PIB par an, non? 1 point de PIB français par an, en perte. Il y a quand même quelques petits trucs qui ont commencé à arriver, notamment en France. Bizarrement, c'est les Français, avec OpenLLM et une boîte qui s'appelle Linagora, qui ont commencé à travailler un petit peu ça. L'État français a un peu injecté pour faire un vrai LLM open source. C'est-à-dire qu'on a tous les données, on a les scripts d'intégration, etc., etc. Bon, les premiers résultats ont été assez mauvais, et la raison pour laquelle ils étaient assez mauvais, c'est juste qu'ils n'avaient pas assez d'argent pour faire de l'entraînement assez longtemps. Donc on voit qu'il y a quand même un problème économique. Et puis il y a aussi quelque chose assez intéressant du côté de Lausanne, avec le PFL et puis avec le THZ, où eux aussi sont travaillés sur des modèles intégralement open source. Vous voyez, c'est très très rare. Donc open weight, c'est mieux que rien, mais open source, ça sera encore mieux. Il y a aussi une petite tendance qui est de dire, en fait, surtout l'IA, alors je sais que je suis CTO de Scaleway, mais c'est de se passer de cloud. On a fait une démo au CES l'année dernière, enfin non, cette année, en 2020, ça fait quasiment 11 mois maintenant, où on fait tourner en fait, dans VLC une modification de VLC qui a de l'IA intégrée, un réseau de neurones, mais qui tourne sur une machine. Donc ça veut dire que en fait, il y a des modèles qui deviennent de plus en plus petits et de plus en plus optimisés, et on peut les faire tourner. Là, c'est hyper cool, ça permet de faire du sous-titrage automatique et aussi de faire de la traduction automatique. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on voit, et on voit ce qu'on appelle des SLM, c'est-à-dire des Small Language Models. Le problème, c'est que la meilleure façon de faire un Small Language Model, c'est de commencer avec un grand modèle et de le simplifier. Bon, donc on ne règle pas. Donc, il faut de l'open source, c'est sûr, pour être souverain. L'autre, c'est en fait, il faut avoir un cloud souverain. Alors, je ne vais pas vous faire un pitch, hein, mais jusqu'à 2 ans, en fait, on n'avait aucune alternative en Europe. On a beau essayer, il y a quelques sociétés, hein, OVH, Scaleway, Outscale en France, Aruba en Italie, Scale IT en Allemagne, mais on était quand même très 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 loin du portefeuille de produits. Donc il y a une énorme accélération, parce que vous sentez bien quand même que le problème de l'infrastructure est critique. Ça aujourd'hui, c'est le portefeuille de produits de Scaleway. Il y a 2 ans, il y en avait un tiers, à peu près, avant que j'arrive. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on commence en fait à arriver au moment où on a des clouds qui sont, je ne vais pas dire compétitifs, ça serait un peu prétentieux, mais ok, qui sont à peu près sérieux, quoi. Mais surtout sur l'IA, spécialement le cloud pour l'IA, en fait, c'est d'autant plus difficile, c'est que c'est tous les produits compliqués de le cloud. Donc à gauche, en fait, c'est donc les supercalculateurs. Donc on achète 1000 ou 2000 cartes graphiques. Une carte graphique, ça coûte 50 000 €. Voilà, donc on parle de 50 à 100 millions. Et là, on a juste les cartes graphiques. Après, il faut acheter les ordinateurs. Puis après, il faut avoir un réseau qu'on appelle hyper connecté. Bref, vous voyez l'ordre de grandeur. C'est-à-dire que juste pour avoir 2000 GPU, un cluster de 2000 GPU, l'investissement est de 100 millions. Et je vous ai dit qu'en général, il faudrait maintenant 4000 GPU pendant 6 mois. Ah oui, et puis au bout de 2 ans, vos GPU, vous pouvez les jeter à la poubelle, hein, parce qu'ils ne servent plus à rien. Pour vous donner un exemple, Jean Zell, donc, un des supercalculateurs CNRS, GENSI, etc., ils ont décommissionné les anciennes cartes graphiques qui étaient donc 2 générations avant, pour remplacer par des H100. Le déménagement coûtait 500 000 € de ces anciennes machines. Personne n'en a voulu. C'est-à-dire que le coût du déménagement et le coût de l'électricité de ces anciennes cartes ne valaient pas le coup par rapport aux demandes d'aujourd'hui. Okay, donc en plus, les deprecation d'assets, il est monstrueux. La deuxième partie, en fait, c'est tout ce qui est data collection, data ops, ML ops, storage, big data, etc. Ce sont les produits les plus durs dans le cloud, mais de très très loin. C'est très compliqué. Parce qu'en fait, faire une base de données, on sait faire, tout le monde sait faire. Faire une base de données qui scale à l'infini, il n'y a personne qui sait faire ça correctement. Et puis, tout le monde a essayé. Donc, en fait, c'est l'endroit du cloud le plus compliqué. Il y a des milliers de technologies différentes, et mettre tout ça ensemble et en ordre de marche, c'est très, très difficile. Et surtout, des gens comme, on peut le dire, hein, Google, ils ont un produit qui s'appelle BigQuery. C'est un bonheur. Ce truc-là, si ce n'était pas Google, c'est dommage que c'est Google. C'est absolument phénoménal. Et des gens comme... Je pense que les gens qui travaillent juste en data science pour BigQuery, c'est plus que les ensembles des employés de Scaleway. Voilà, donc c'est pour vous donner un peu une idée de ce qu'il faut faire. Malgré tout,
il y a une start-up française qui s'appelle Hugging Face, qui est probablement une des start-up les plus intéressantes en IA dont on ne parle pas assez, parce que tout le monde parle de Mistral. Ils font en fait, c'est un répertoire d'inférences, et maintenant on est capable de faire de l'inférence as a service. Donc tous vos modèles open-weight, maintenant en un clic, vous pouvez les déployer sur Scaleway. Vous pouvez aussi les déployer sur OVH, même si Scaleway c'est mieux, évidemment, je ne vais pas vous dire l'inverse, mais en vrai, vous pouvez aussi le faire, parce que ce qu'on voit, c'est qu'au moins les Européens dans le cloud, ils essaient d'avoir des standards. Petite dernière remarque, c'est un enfer de faire tourner des supercalculateurs. En moyenne, donc Nvidia vous dit qu'il faut avoir 10% de spare. Donc vous avez déjà dit que ça coûtait 100 millions, bah, en fait il faut prendre 10 millions de plus juste parce que les parties elles cassent. Et en temps normal, vous avez toujours 3 ou 4% des machines qui ne marchent pas parce qu'un GPU a cramé, parce qu'il faut remplacer les choses. Donc faire tourner ça, c'est très très compliqué. Et faire des clusters de 1000, c'est facile. 2000, c'est facile. 4000, ça commence à être dur. D'ailleurs, Mistral, son plus gros cluster, c'est 4000. Passer à l'étape d'après, en fait, il faut payer Nvidia. Parce qu'en fait, personne ne sait vraiment comment faire, à part Nvidia, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas documentées. Et là, c'est assez compliqué parce qu'il va falloir, payer, quoi. Et vous pensez bien que si vous êtes un petit cloud provider européen, vous n'êtes pas en haut de la liste de Jensen. Donc, est-ce qu'on pleure? Non. Pourquoi on ne pleure pas? Parce qu'on a des communautés open source. On est très fort en France pour ça. On a beaucoup de bons ingénieurs. On a maintenant des cloud providers. Mais ça veut dire que la seule façon de résister un petit peu et de ne pas se retrouver pieds et poings liés par des Américains ou les Chinois qui arrivent, c'est d'utiliser les communautés, c'est d'utiliser et d'acheter français. Alors c'est un peu con, mais finalement, je suis en train de vous faire un cours de patriotisme économique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la responsabilité un peu de chacun, parce que si des boîtes comme Bouygues, elles arrêtaient de dépenser 400 millions de dollars par an chez AWS et qu'elles en mettaient juste 10%, Carrefour IT, 3 milliards de chiffres, hein, juste pour l'IT de Carrefour. Alors vous imaginez que si Carrefour mettait juste 10% de ses moyens chez Scaleway, Scaleway irait beaucoup mieux. Donc c'est un peu une question de tout le monde. C'est aussi un problème de l'État français, hein, qui est incapable d'acheter du cloud. Les achats du cloud par l'État français, c'est 50 millions. Il y a juste pas longtemps, ils viennent de rater un projet à 250 millions pour saisir les dépôts de plainte. Hein. Voilà, pour vous donner une idée des ordres de grandeur. Donc il y a un vrai sujet et il faut que tout le monde le prenne. Donc moi je suis assez confiant, allez-y, mais on a besoin de tout le monde. Merci beaucoup. Alors je ne sais pas s'il y a un système de questions ou pas. Oui, non? J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui dit oui. Alors je peux prendre... Nous avons 8 minutes, 3 questions. Voilà, on est dans les temps, c'est parfait. T'as vu? Jean-Baptiste, magnifique. Est-ce qu'il y a des questions pour Jean-Baptiste? Profitez-en, il est là. Ou alors c'était tellement complet, tellement riche que voilà, peut-être que ça a impressionné tout le monde. Je ne mange pas, hein. Enfin, pas les gens, quoi. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Par contre, s'il y a du popcorn, je dis pas non. Ouais, c'est bon, j'ai compris la question. Ouais, c'est bon, j'ai compris. Ouais. On peut pas. C'est pas possible dans l'IA. Voilà. Donc la question, c'est on a réussi à faire des trucs où il y avait du calcul distribué. Pourquoi on peut pas? On n'a pas la même chose. Le problème, c'est que c'est un problème de réseau hyper convergé. Aujourd'hui, en fait, tu peux pas faire un cluster splitté. Ton sujet numéro 1, tu vois, par exemple, aujourd'hui, je pourrais enlever les cartes Nvidia et je pourrais mettre des cartes AMD. Je pourrais avoir les mêmes perfs. Ouais, mais j'ai besoin d'infini-band. C'est-à-dire le réseau hyper convergé à 400 gigabits seconde, 800 gigabits seconde. Et ça, en fait, ce dont on ne se rend pas compte, c'est que quand on programme un truc en IA, tu considères que ton espace de mémoire, c'est le même. D'accord? Donc c'est assez compliqué parce que habituellement, quand tu programmes un ordinateur, ce que tu programmes, tu programmes sur un espace virtuel et en fait, ton ordi t'espère qu'il fait le travail. Mais ça reste dans ton ordi. Donc c'est assez facile. Maintenant, en fait, quand tu programmes un réseau de neurones ou en CUDA, tu espères en fait, que tout est convergé. Tu peux accéder à la mémoire qui est à l'autre bout. Et donc, en fait, tu ne peux pas le faire. Et surtout, comme c'est interdépendant, d'ailleurs, en général, les topologies, c'est des hypercubes. D'accord, c'est pas des cubes, c'est pas des hypertors, tu vois. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que ça wrappe, il faut que ça wrappe dans toutes les dimensions. Donc, c'est difficile d'ailleurs, c'est un des trucs les plus difficiles à représenter. Tu peux pas le faire si c'est distribué parce qu'en fait, t'as pas le réseau, quoi. Donc,
très bonne idée. Non, ça marche pas. Allez, on essaie encore avec une autre question. Donc Lausanne, hein, c'est l'EPFL, hein, l'école polytechnique fédérale de Lausanne, qui a historiquement une très bonne compétence en langage et en programmation langage, et donc à des gens qui sont capables de le faire. Non, on est très loin. On est très très loin. Hein. La question environnementale, j'en ai même pas parlé parce que j'ai pas envie de vous déprimer, quoi. Ceci étant dit, grosso modo, l'État français fait pas son travail. Là, hier ou avant-hier, on a eu une remarque de RTE qui nous a expliqué qu'ils allaient avoir trop d'argent, enfin trop de production électrique. En théorie, on devrait avoir l'intégralité des data centers de la planète qui devraient venir nous voir. On a la production d'électricité la moins chère et la plus décarbonée. L'efficacité énergétique qui va arriver, le jour où on arrive à avoir des bons réseaux, etc., elle sera sur la taille des modèles et d'être capable de faire des small language. Parce que c'est là que ça veut dire que tu vas pouvoir le faire tourner sur une puce qui va consommer quelques watts. Aujourd'hui, une H100, ça consomme 400 watts. Donc, pour le moment, on n'y est pas. Malgré tout, c'est génial ce qu'ils ont fait à Lausanne parce que ça montre qu'on peut le faire. Et bizarrement, les Chinois sont quand même bien meilleurs que nous, hein, puisque eux, ils y sont allés comme des bourrins. Et leurs résultats sont quand même très bons. Qwen, c'est un bonheur, Qwen. Et une dernière question pour la route. Aïe. OpenLLM. Ouais, OpenLLM. Il y a l'Inagora, il y a de l'argent public, il y a un peu de l'INRIA. Il faut utiliser l'INRIA, qui est un asset français qui est sous-utilisé, qui s'est orienté plutôt sur la partie scikit-learn, donc curation de données, mais il y a beaucoup de choses très très fortes à l'INRIA. Et puis il faut les créer en fait. Et puis je pense que là quand même, le sujet est tellement gros que faut aller quand même à l'Europe là, hein, parce que les Allemands sont nuls. Nuls. Parce que pour eux, la souveraineté, c'est AWS qui installe un data center en Allemagne, c'est de la souveraineté. What? Quel est le rapport? Ça n'a aucun sens. Vraiment, ça n'a littéralement aucun sens. Votre réseau, votre ordinateur dans le cloud, il pourrait être à Ubuntu, au Guatemala, ça ne change rien, ce qui a les accès. Donc les Allemands n'ont rien compris. Globalement, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de gens en Allemagne qui sont plutôt malins, notamment en Bavière et notamment en Bavière. Les Suisses ont très très bien compris. Donc les Suisses sont parmi les gens qui font le plus de choses avec les Italiens. Donc en fait, tu sens que bizarrement, il se passe des choses. Et puis évidemment les Nordiques, mais qui sont un cluster à eux-mêmes, quoi. Mais aujourd'hui, les discussions, même à l'Europe, elles sont encore sur le nombre de GPU, mais on n'est toujours pas en train de discuter d'un investissement important dans la fabrication des GPU, quoi. Et on ne parle pas de construire de centrales nucléaires. Aujourd'hui, Microsoft, il vient de racheter une partie de 3 Mile Island. Si vous écoutez Sam Altman, même s'il raconte beaucoup de conneries, il faut le croire sur certains sujets, il parle de 100 gigawatts, juste pour l'IA. 100 gigawatts, 100 tranches de centrales. Et ça, c'est juste pour OpenAI. Donc, les investissements, il faut vraiment se réveiller et ils vont devoir être faits en Europe. Mais surtout, si vous pensez à 100 gigawatts, ça coûte combien en milliards de centrales nucléaires? On parle de, peut-être, ça va être 8 000 milliards. Oh, c'est pas grave, c'est juste que 3 à 4 PIB français, quoi. Juste pour une boîte. Voilà, donc les ordres de grandeur, les gens ne se rendent pas compte. Et c'est normal, hein, c'est très compliqué. Voilà, je vous remercie. Vous n'hésitez pas si vous avez la moindre question. Je suis assez facile à trouver sur LinkedIn, sur Internet. Vous tapez JBVLC, cherchez Scaleway, Cloud Provider. Je suis facile à trouver. Je vous remercie et it's time to change. Bravo, merci beaucoup Jean-Baptiste.